10 secondes. Dans l'info du portal des rencontres, c'est le bar de l'économie, tous les jours du lundi au vendredi de 9 h à 10 h 30. Une émission proposée par Florence Sueur, présentée par Jacqueline Morin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Morin sur Radio IDFM avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Salut. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau bar de l'économie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue et merci à tous nos auditeurs fidèles dont nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque matin sur IDFM 98, en web radio idfm98.fr, en vidéo live sur Facebook page Bar de l'économie. Et maintenant, pour revoir ou réécouter cette émission, il vous suffit de vous connecter sur la chaîne YouTube Bar de l'économie. Aujourd'hui au programme, nous parlerons de vidéos d'entreprise, street pooling et vêtements pour personnes handicapées, enfin personnes hospitalisées, pardon. Et avec nous pour tous ces sujets, Étienne Barrier. Bonjour Étienne. Bonjour Jacqueline. Étienne, vous êtes le fondateur et dirigeant de l'agence Unique Production, spécialisée dans l'audiovisuel de la stratégie commerciale. Une stratégie qui n'est pas accessible à toutes les entreprises, notamment à cause du prix, qui reste souvent un frein. Et vous avez imaginé une alternative pour contourner ce problème du prix et donner à n'importe quelle entreprise cette possibilité de vidéo, quelle que soit sa taille. Nous avons hâte de connaître ce nouveau concept. Avec nous également Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et vice-président de la CPME, mais également gérant de LSI, le savoir industriel, une entreprise qui offre les moyens de lutter contre le street pooling. Et une fois n'est pas coutume, c'est à ce titre que Pierre Cuchely interviendra aujourd'hui. Avec nous enfin Laetitia Turcot, fondatrice et dirigeante de Nest, une entreprise qui fabrique des vêtements pour le mieux-être des personnes hospitalisées. Pierre Cuchely et Laetitia Turcot qui nous rejoindront lorsque mon premier invité aura quitté le plateau, mesures sanitaires oblige. Ce matin, pas d'infos, juste un communiqué de presse du préfet du Val d'Oise concernant les élections municipales afin de donner l'adresse d'un site internet pour consulter les professions de foi des candidats. Je vous lis ce communiqué. Le second tour des élections municipales aura lieu le dimanche 28 juin 2020. Pour ce scrutin et afin de compenser en partie la limitation de la campagne électorale due aux mesures sanitaires, le ministère de l'Intérieur a développé un site internet où pourront être consultées les professions de foi des listes de candidats dans les communes de 2500 habitants et plus. Pour en savoir plus, il faut aller sur le site www.programme-candidat.intérieur.gouv.fr, tout attaché, un site accessible depuis hier, lundi 15 juin 2020, et dont vous trouverez l'adresse en vous connectant sur la chaîne YouTube Bar de l'économie. Allez, avant de donner la parole à mon premier invité, on écoute un peu de musique. C'est de bonheur. C'est de bonheur. Oui. Est-ce que tu me Ça, donneras... la pause, elle est de bonheur. Hein. Ben oui. Tu me donneras le titre ou pas? Oh, Non, je l'annonce pas alors. D'accord. Je vais diffuser aussi le Facebook. Tu te dis, Je vais le diffuser sur Facebook aussi. elle ne sert absolument à rien, cette émission. Tu veux reprendre Tu veux reprendre? Comme tu veux. Bah, c'est quand tu veux, c'est toi la chef. Hein. Encore une minute. Bah, il reste 40 secondes. Oui, bah c'est bon. C'est bien.
Philippe, on fera une pause plus longue pour permettre aux autres invités là, après. Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, j'accueille plusieurs invités. Étienne Barrier, Unique Production, Pierre Cuchely, le savoir industriel, Laetitia Turcot, Nest. Dans la chronique Un jour, un centre-ville, un resto, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, j'aurais dû accueillir Christophe Agotino, restaurateur chez Ago au Ménil-Aubry. Mais suite à la réouverture des salles de café et restaurants en Île-de-France, annoncée par Emmanuel Macron dimanche soir, Christophe m'a averti tout à l'heure qu'il ne pourrait pas venir à cause précisément de sa reprise d'activité. Bien évidemment, nous lui souhaitons une très belle reprise. Je me tourne donc vers Étienne Barrier. Rebonjour Étienne. Bonjour. Donc Étienne, nos auditeurs vous connaissent bien puisque chaque mardi dans le bar de l'économie, vous nous présentez une chronique avec de précieux conseils pour améliorer sa communication commerciale. Mais aujourd'hui, c'est en tant qu'invité que vous êtes dans nos studios. Alors, quelques mots d'abord, Étienne, pour savoir comment s'est passée cette traversée de la pandémie pour Unique Production. Alors pour nous, c'est vrai que ça a été assez compliqué au début. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Tous les projets, on avait des projets au Maroc, on avait des projets aux Pays-Bas, etc. Tout s'est arrêté, évidemment les projets en France également. Mais en fait, on avait déjà nous avancé sur une réflexion, et qu'on prend par tout à l'heure, d'avoir une nouvelle offre envers les plus petites entreprises. Donc du coup, on a pu prendre un peu plus de temps pour développer ce projet et surtout le lancer durant le confinement. Ce qui nous a amené à avoir quand même une base de clients durant cette période. C'est ça, voilà. Vous avez pu garder le contact quand même avec vos clients. Et vous disiez là tout à l'heure en entrant que vous explosez de travail là tout de suite. Effectivement, là la reprise est très très forte et donc là on est vraiment très satisfait, notamment parce qu'on développe tout ce qui est la captation d'événements en live. Donc en fait, beaucoup d'événements qui devaient avoir des invités sur place, nous on va pouvoir les filmer et les transmettre en direct, ce qui nous permet en plus d'avoir de la récurrence sur le long terme. Donc, bien du coup, sûr, c'est une bonne chose pour nous. Et on dira un petit mot tout à l'heure du salon que vous allez faire la semaine prochaine. Tout à fait. Alors, j'ai pu voir aussi sur les réseaux sociaux que vous en aviez profité pour sonoriser un film tombé dans le domaine public. Moi, j'ai pu le regarder. C'était un résultat excellent malgré vos petites mises en garde. Et vous nous racontez ? Oui, en fait, c'est une voix off, une personne qui fait la voix off à qui on a déjà travaillé. On était du coup à la période de confinement, donc tous les intermittents se sont retrouvés au chômage sans projet. Et il y a eu cette superbe idée de se dire, on va essayer de faire un projet participatif pour occuper les personnes qui ont l'habitude, les comédiens qui ont l'habitude de faire des voix. Quelque chose qui va être sympathique, sans prétention, mais simplement pour prendre du bon temps. Et donc il nous a aussi contactés avec d'autres sociétés de production. Et donc on a trouvé l'idée vraiment très intéressante. Donc on a dit, on va te soutenir. Et donc, voilà comment est né le projet. Donc, le but, c'était de faire 10 minutes toutes les semaines, après avoir fait une période d'entraînement pour les comédiens, parce qu'il y a des comédiens professionnels et en même temps des amateurs qui voulaient aussi un petit peu se lancer. Non, mais écoutez, franchement, le résultat était super. Merci. Alors, avant de nous présenter votre nouveau produit, rappelez-nous quand même quand et comment vous avez créé Unique Production. Oui, à Unique Production, on s'est créé en 2007 avec un associé qui s'appelle Pierre-Alain Delis. Nous, on est deux passionnés par le cinéma en fait. Moi, j'ai travaillé sur des films, sur des publicités, etc. Lui, il travaille dans la captation d'événements. Vous avez toujours été un peu dans ce domaine finalement. Voilà, depuis que j'ai arrêté le lycée. Je suis entré dans une fac de cinéma, j'ai poursuivi des études sur l'histoire du cinéma, sur la critique de films, etc. Et moi, mon rêve, c'était vraiment de travailler sur des films. Donc, j'ai travaillé notamment dans la logistique. Sur la régie. Et puis en 2007, j'ai monté mon entreprise avec Pierre-Alain. Et donc nous, on avait deux pôles d'activité, un pôle cinéma et un pôle entreprise, qui aujourd'hui occupe 95% de l'activité. Donc nous, on est vraiment dans la réalisation de publicité internet, de films pour les entreprises et de captation d'événements. Mais au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'on travaille de plus en plus avec des grosses PME, avec des grands comptes. Par exemple, juste avant le confinement, on avait encore Nestlé comme client, avec Safran, etc. Et du coup, de moins en moins de TPE. Et donc, ce matin, vous venez nous présenter votre dernier projet baptisé SIMP, donc abréviation de Studio in My Pocket. Peut-être un clin d'œil à simple, voire simplissime, c'est bien ça ? Tout à fait. C'est vrai que notre slogan, c'est que SIMP, c'est simple. On veut aussi avoir quelque chose qui soit facile à retenir et qui soit aussi compréhensible en français et en anglais, parce qu'on a aussi dans l'idée de pouvoir l'internationaliser très rapidement.
Alors, dites-nous tout sur cette création. Alors effectivement, comme nous on s'est rendu compte que, nous notre projet même avec Unique Production, c'était vraiment de démocratiser un maximum la vidéo. On s'est rendu compte que plus on grandit, plus on a des charges, etc. Et plus du coup on a des tarifs qui ne sont pas forcément adaptés aux plus petites entreprises, si on veut surtout maintenir une qualité de travail. Et donc on a longuement réfléchi et on a trouvé une application qui s'appelle GetInShoot. Donc maintenant on a un partenariat avec eux. Et grâce à ce partenariat, on a pu proposer une alternative aux indépendants et aux TPE pour faire des vidéos. Donc le principe est simple, c'est qu'on va demander à nos clients de se filmer avec un téléphone portable via l'application. Nous, on va pouvoir récupérer les images et faire un montage professionnel pour eux. Et en fait, ils ont deux avantages principaux. Le premier, c'est que je leur offre 22 coachings pour leur expliquer un petit peu comment filmer, pour améliorer, avoir une qualité comme d'image, pour faire en sorte que la vidéo soit le plus regardée possible. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'au lieu de passer des heures à faire le montage de leur propre vidéo, nous, on va le faire rapidement. Donc eux, ils auront du temps gagné pour s'occuper vraiment de leur cœur d'activité, là où ils ont plus de valeur ajoutée. Oui, parce que finalement, quand on fait un film, c'est pas tellement le fait de filmer qui est compliqué, c'est après le montage, les coupures, enfin les choses dont on ne veut pas, qu'on veut mettre en avant, enfin c'est tout ça. C'est ça, c'est que ça prend du temps si on veut faire les choses bien, donc du coup quand on n'est pas tout habitué, forcément on on prend plus de temps qu'un pro. professionnel. Et puis après on n'a pas forcément non plus les logiciels, donc c'est encore des coûts supplémentaires. Et le métier des entrepreneurs qu'on accompagne, c'est pas de faire du montage vidéo, ça va être de coacher leurs clients, ça va être de s'occuper des réseaux sociaux, ça peut être de s'occuper de leur entreprise de tout style, mais c'est surtout pas de faire du montage vidéo. Donc nous on leur laisse cette partie un peu plus sympa de faire du tournage, de pouvoir interviewer des clients, de pouvoir présenter leur entreprise, de pouvoir filmer leurs salariés, avec des conseils pour pouvoir faire quelque chose vraiment de sympathique. Et puis le reste, en fait, ils nous laissent. Et comme ça, en fait, ils ont vraiment l'esprit clair et la vidéo est rapidement prête pour être diffusée sur les réseaux sociaux notamment. D'accord. Alors, avez-vous eu besoin de moyens financiers importants pour mettre au point cette présentation ? Non, parce que du coup, on a autofinancé. Oui. Vu que c'est notre métier comme de faire du montage, du coup, on n'avait pas besoin d'acheter du matériel supplémentaire. C'est juste la location de l'application. Après, évidemment, on a créé un logo, on a créé une marque, on a déposé cette marque, etc. Donc là, il y a quelques frais. Mais le but, c'était comme pouvoir d'être le plus agile possible, pouvoir tester l'offre et voir si elle est du répondant. Et jusqu'à présent, en 2 mois, on a vraiment des très bonnes un bon retour. Ouais. Alors, justement, vous nous dites que vous avez déposé la marque. Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est protégé, cette formule? Simp, alors c'est pas le concept, mais c'est le nom de la marque qui est protégée. Simp est protégé en France et à l'étranger, parce qu'on a envie de s'étendre un petit peu plus loin que les frontières françaises. La France. Bon. Alors, vous nous rappeliez dans votre présentation que la vidéo, c'est le moyen de communication préféré qui, d'après Google, représentera 82% du trafic d'Internet d'ici 2021. Et est-ce que vous avez pu faire une petite étude de marché avant de lancer votre produit ou c'est intuitivement que vous avez compris que c'était nécessaire ? En fait, ça faisait quelques années, on se rendait compte que les plus petites entreprises n'avaient pas forcément, renonçaient souvent quand ils nous appelaient. Les moyens. Quand on leur disait, voilà, une vidéo, ça va être dans tel tarif, ils disaient, c'est génial, mais malheureusement, c'est trop compliqué. Donc, soit ils y renonçaient, soit ils le faisaient par eux-mêmes, et c'était pas forcément non plus qualitatif. On s'est aussi rendu compte que la nouvelle génération a vraiment l'habitude d'avoir un téléphone portable, de se filmer même entre amis, et donc du coup, ils vont aussi eux-mêmes faire des vidéos. Donc, cette réflexion, ça faisait à peu près 1 an qu'on l'avait avant qu'on trouve le moyen de la mettre en œuvre. Donc c'était pas forcément une recherche sur un moyen spécifique parce qu'on est déjà dans le milieu de la vidéo, mais c'était plutôt trouver une solution qui nous permette nous de vivre, mais en même temps de pouvoir offrir une qualité de vidéo aux plus petites entreprises. Oui, qui souhaitaient le faire, mais qui se disaient ne pas avoir les moyens, qui pensaient ne pas avoir les moyens. Alors, est-ce qu'on peut justement parler de tarifs pour ce genre de prestations ? Bien sûr. Alors pour donner un ordre d'idée, quand nous on fait des vidéos avec Unique Production, on va être aux alentours de 1500, 2000 € pour commencer, pour faire une vidéo de présentation d'entreprise. Là, on peut faire soi-même sa vidéo d'entreprise à partir de 190 € si on prend une vidéo, et si on prend un pack de 6 ou 12 vidéos, on va descendre jusqu'à 150 € hors taxe la vidéo. Alors effectivement, c'est pas la même chose que nous ce qu'on peut proposer, mais c'est déjà une il faut en faire plus aussi, forcément. Il faut en faire plus, mais du coup c'est aussi une première approche pour pouvoir se lancer dans le milieu vidéo, parce que en fait, par exemple sur Facebook, il y a 5 fois plus d'attention sur le fil d'actualité lorsqu'il y a une vidéo que lorsque c'est un texte ou quand c'est une photo.
Oui, 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 oui. Oui, et peut-être que ça peut, vu le résultat que vont engranger les clients, ça peut leur donner envie de faire des vidéos plus importantes, C'est ça. probablement. Bah, les premiers retours sont Vous vraiment tablez excellents. là-dessus d'ailleurs. On table là-dessus sur le bouche-oreille. Et puis, par exemple, on a un client qui s'appelle Truly Noël. Oui, Donc, eux, ils font tout ce qui est dératisation, désinfection des bureaux. Et durant le confinement, il nous a appelé en disant bah voilà, moi, je désinfecte les bureaux par rapport au coronavirus. Donc, il a filmé ses équipes. On a fait le montage. Donc, dans la semaine, on a conclu l'accord. Il a filmé, on a monté, il a diffusé sa vidéo. Et en fait, à la fin du confinement, il y avait déjà plus de 20 000 euros de clients ah, et signé formidable. pour à peu près 50 000 euros de contrat. Oui, Donc, la vidéo, donc, c'est un vrai potentiel pour se faire connaître. Et donc une vidéo studio in my pocket, il a fait. Tout à fait. C'est ça. Et donc, bon, il va sûrement passer à une vidéo plus importante. On espère. Et donc, est-ce que le plus important pour vous, ça n'est pas d'arriver à comprendre ce que souhaite vraiment le client? En fait, Parce que c'est pure la ça. communication, Ouais, effectivement. ouais. C'est vraiment de se mettre à la place du client pour voir ses besoins, voir ses attentes et ses objectifs. Et c'est pour ça qu'il y a dans ces domaines de coaching, il y a autant l'accompagnement sur comment est-ce qu'on peut filmer, mais en même temps, c'est aussi comprendre le besoin des clients, de mes propres clients. Et leur dire, bah voilà, par rapport à ce que vous me dites et par rapport à la cible que vous avez, moi je vous recommande de faire tel type de vidéo parce que ça aura plus d'impact et du coup les gens seront plus à même de regarder la vidéo jusqu'au bout. Parce qu'en fait, c'est ça le but. Regarder une vidéo de 3 secondes, les gens vont le faire, mais si ça ne les intéresse pas, ils vont vite zapper. Oui, oui, Donc, oui. nous, le but, c'est vraiment que les gens accrochent à la vidéo jusqu'au bout pour que tout le message puisse être entendu. Puisse être entendu, oui. Alors, cette vidéo, elle est surtout donc mise en ligne sur Facebook, mais, enfin, ou d'autres réseaux sociaux, j'imagine. Mais est-ce qu'on peut aussi la transporter chez un client pour la montrer comme un vrai film? Est-ce que c'est possible, ça? Ah, bien sûr, en fait, Oui. le but de la vidéo, c'est qu'elle soit du coup digitale. Oui, Donc, on va la mettre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ça va aussi aider au Oui. référencement. On peut la mettre sur son site internet, et puis si on a une tablette, un ordinateur, même sur son téléphone, on peut du coup présenter cette vidéo lorsqu'on est en rendez-vous client, même si on est en soirée réseau, que ça reviendra peut-être à la fin d'année. Voilà, on peut du coup montrer son activité rapidement. c'est ça. grâce à C'est un une moyen de prospection. Tout à fait. Est-ce que vous-même, vous l'utilisez quand vous allez chez vos clients? Alors chez nos clients, pas forcément, parce que nous, on est déjà souvent introduits et on marche par le bouche-oreille, mais lorsque je fais des soirées réseau, effectivement, lorsqu'il y a plusieurs personnes autour de moi, en fait, au lieu d'expliquer ce que je fais, je leur montre, Oui. parce qu'en plus, on a la chance de faire un métier qui est extrêmement visuel, Ouais. donc tout de suite, les gens peuvent se rendre compte de la qualité de nos prestations. Alors, j'ai pu noter dans votre brochure enfin, votre brochure digitale, hein, je précise, que au niveau des statistiques, une minute de vidéo engendre 1200% de partage de plus qu'une photo ou un texte. C'est énorme. Effectivement, ouais. Ouais, donc ça, c'est des statistiques qu'on a trouvées sur Internet, notamment avec des grosses entreprises comme Usplus qui sont dans le digital et d'autres. La vidéo, en fait, est vraiment il y a une appétence pour la vidéo aujourd'hui parce Ouais. que en fait, les générations d'aujourd'hui, la mienne et même celle d'avant, en fait, on est tous nés avec une télé dans le salon. Les plus jeunes sont nés avec un ordinateur, avec un téléphone portable, et en fait, ils consomment énormément de vidéos. Et en fait, la vidéo va avoir une amplitude qui est pour le divertissement, pour se renseigner, pour apprendre, mais aussi pour le professionnel en fait. Donc Oui. du coup, vu qu'on est habitué à voir la vidéo pour le divertissement, on va aussi du coup l'amener dans le milieu professionnel. Et donc les personnes vont se dire, entre par exemple deux plombiers que je vais chercher sur internet, s'il y a une vidéo de plantation sur le site du premier, mais pas sur le second, et en fait, je vais peut-être regarder cette vidéo qui a sûrement me Oui, convaincre, oui, et donc je vais plutôt appeler la personne qui aura fait une vidéo. complètement, oui. Oui, oui, oui. Et donc, aujourd'hui, vous avez une offre commerciale à proposer, vous nous en parlez? Par rapport À Studio in My Pocket, non? Vous vouliez... Effectivement, en fait, on va faire le salon SME Oui, online la semaine Ouais. prochaine. Donc du coup, durant le salon, on fait une offre. Au lieu d'avoir une vidéo à 190 € hors taxe, on propose d'avoir la vidéo à 150 €, comme ça. si on prenait un même paquet. s'il n'y en a qu'une, Même si on finalement. a qu'une, voilà. Le but, c'est on est encore en lancement, donc c'est vraiment de faire connaître un petit peu le produit. Et donc le salon aura lieu sur Internet dès la semaine prochaine, donc c'est Oui. le mardi 23, toute la journée. Donc SME Online. En fait, il fait partie du salon SME qui est à Paris Oui. en octobre 2020. On sera également présent. Oui, j'avais reçu Alain Bossetti en même temps que vous. C'était Tout à un fait. hasard quand vous étiez venu, quand il était venu. D'ailleurs, vous le pourrez le saluer pour moi. Et donc, là, pour toucher vos clients, aujourd'hui, vous faites comment? Vous envoyez justement des messages sur Facebook ou vous faites de la prospection enfin, physique?
Alors, il n'y a pas de prospection physique, on est plutôt sur du coup faire du réseau. En fait, Oui. on fait marcher le bouche-oreille, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de clients tous les mois depuis le lancement. Donc Ah un oui, bon lancement c'est énorme. pour C'est nous. énorme. Par Vous rapport à cette arrivez à offre. suivre au niveau du montage? On arrive à suivre, oui, tout à fait. Ouais. Et ensuite, on commence à faire des publicités Facebook aussi pour faire connaître, et on a un très bon taux de partage des publicités. Et donc voilà, on est en train de travailler sur le taux de conversion, mais il y a une très bonne, un très bon retour en fait sur les personnes qui voient la prestation qu'on propose, et les clients sont extrêmement satisfaits, ils nous font une grosse pub aussi autour d'eux. Donc pour vous, l'avenir est plutôt serein malgré cette crise sanitaire? Alors, l'avenir est serein parce que en fait, nous on était préparés donc en amont sans savoir, mais avec cette nouvelle offre. Donc du coup, on a vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir ce matelas. Et puis surtout, on fait déjà du live avant, captation live sur Unique Production. Et donc là, cette partie-là vraiment explose parce qu'il y a une vraie demande de continuer à avoir des événements. Simplement, il faut les digitaliser. Et donc, nous, on intervient dans cette partie pour pouvoir continuer à communiquer au plus grand nombre et en même temps avoir une interaction avec des personnes dans une salle qui vont s'adresser à une communauté, notamment sur les réseaux sociaux. Et même peut-être du fait de cette crise, la demande va être encore plus forte parce que les gens ont vraiment besoin de relancer leur activité et c'est peut-être un moyen nouveau pour capter des nouveaux clients, c'est ça? C'est ça. Je pense qu'en fait, les gens se sont rendus compte qu'il y a besoin de communiquer. Oui. Il y a eu deux types d'entrepreneurs. Et autrement, c'est vrai qu'il y a eu deux types d'entrepreneurs. C'est qu'il y a eu ceux qui ont été complètement terrassés par la crise et qui ne savaient plus quoi faire, même s'ils continuaient plus ou moins à travailler. Et puis d'autres qui se sont dit, maintenant, il faut qu'on mette les bouchées doubles justement pour exister. Et c'est vrai que la communication, c'est important. Il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que par exemple sur LinkedIn, qui est comme le plus gros réseau social professionnel en France et même dans le monde, il y a seulement 1 à 2% des utilisateurs de LinkedIn qui créent du contenu. Ah oui. En fait, voilà, la très très grande majorité en fait, des personnes sont là simplement pour consulter. Quelques autres vont interagir, faisant des commentaires, en likant, etc. Oui, vous nous aviez expliqué qu'il était important justement d'interagir. Tout à fait. Mais du coup, il y a très très peu de personnes en fait, qui créent du contenu. Et forcément, c'est ceux qui créent quelque chose, soit des vidéos, soit du texte, etc. Mais c'est ceux qui créent qui sont plus visibles que les autres, et donc qui vont tirer leur épingle du jeu. Donc c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'on a vraiment lancé Simp en disant, voilà, même si vous êtes indépendant, vous pouvez faire des vidéos pour être visible, avoir plus d'interaction avec votre communauté, et puis du coup par là, ça va entraîner forcément un peu plus de Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, formidable. Étienne, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous aimeriez répondre? Non, je crois que c'était assez complet. On a bien. Bon. Donc, merci beaucoup. Bien sûr, je vous souhaite le meilleur pour les mois à venir. On vous retrouve, Étienne, début septembre, puisque le bar de l'économie s'arrête là juste à la fin de la semaine pour vos chroniques. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Peut-être pour conclure, pour nous joindre, vous pouvez nous joindre oui, sur notre site internet. bien sûr, j'allais oublier. Qui s'appelle Simp is Simple, donc en anglais, Simp c'est simple, simpissimple.com ou .fr. Donc là, vous pourrez voir toutes les informations sur notre site internet. Et puis si vous voulez me joindre directement, c'est très simple, c'est etienne@simpissimple.com. Voilà, je pourrai répondre à toutes les questions s'il y a besoin. Très bien, une adresse que nos auditeurs pourront retrouver sur YouTube. Il suffit de se connecter YouTube, le bar de l'économie, ils retrouveront toutes vos coordonnées. Okay. Merci Étienne, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Tu reprends ou pas? Non, je vais faire... Étienne, c'est qui fait les vidéos? Est-ce que c'est toi qui les monte? Ouais. Non, j'ai mes équipes. Ah d'accord. Parce que mon fils, il fait ça, il va être là-dedans. Si un jour tu veux employer un petit jeune, il a 17 ans. Il est dans une école ou il fait un... Là, il rentre en terminale. D'accord. Mais ça va être son boulot, monteur vidéo 3D, monteur infographiste ou... je sais plus exact. Il a travaillé il a fait des stages chez DLP, tu connais? Non. DLP, c'est... Ah, de l'autre côté du périph'? Non, DLP c'est une société qui fait des pubs et tout ça. Il a travaillé chez... Ah merde, c'est quoi notre société? Il l'a envoyé dans une grosse société en fait. Ils font pas des pubs pour Gauthier et tout ça. D'accord, super. Ah ouais, il bosse bien. Attends, il a un don, il est hyper doué. Ah, c'est cool. Oh, avec plaisir. C'est un jour. Un petit jeune pour Du coup, avec tu plaisir. nous suivant. Ouais, je vous attends, bien sûr.
Tiens, vas-y, je vais te rentrer installer. Merci. Et toi devant. Je me mets où? D'accord. Sur la caméra, c'est mieux. Bon, ça va? Hop. Ici, c'était maintenant, ils avaient déjà le plexiglas avant. Hein? Ça rigole plus. Ça rigole Non, plus. il était pas le plexi avant. Non, non. Ah bon? Non, Je croyais. bien en face des micros, s'il vous plaît, messieurs, dames. Bien en face, bien en face. Pas en décalé, parce que Faut mettre ça? on voit si vous voulez, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux parce que vous entendez bien ce que vous dites, le son et tout, quoi. Parce que là, vous ne serez pas vous, monsieur. Hein. Pardon? Faut bien mettre le micro en face. Hein. Oui, déjà, j'essaie de mettre le casque. Ouais. Parce que sinon, on vous entendra pas. Pierre, je commence. Je commence avec lui. Je commence avec vous. Je commence avec vous. Hein. Oula. Sinon, c'est Lady First. Hein. C'est bon? On y va. Radio EDFM, le bar de l'économie. J'accueille à présent Pierre Cuchely, gérant de LSI. Bonjour Pierre. Bonjour. Et Laetitia Turcot. Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia, vous êtes fondatrice et dirigeante de Nest. Alors merci à tous les deux pour votre présence. Je me tourne tout de suite vers Pierre Cuchely. Pierre Cuchely, donc merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et vice-président de la CPME, mais également gérant de LSI, le savoir industriel, une entreprise qui s'est spécialisée dans la lutte contre le street pooling. Et c'est de cette pratique tout à fait illégale dont nous allons parler et des solutions au point mises par LSI pour y remédier. Mais je crois, Pierre, que vous avez souhaité nous dire quelques mots sur cette reprise depuis le discours d'Emmanuel Macron dimanche soir. Oui, juste vous dire En quelques tant que mots, président de CCI. Exactement, juste quelques mots en tant que président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Val d'Oise pour dire que je suis vraiment heureux que le Val d'Oise soit enfin redevenu vert comme le reste de la France et avec le Val d'Oise l'Île-de-France. Il y a eu vraiment beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le Val d'Oise, aussi bien par le monde économique, le conseil départemental, les services de la préfecture, etc. Enfin, vraiment, tout le monde a vraiment bossé. Et moi, je suis heureux qu'on ait pu sortir du déconfinement plus tôt que prévu. Et j'ai vraiment une pensée pour des gens pour qui on s'est beaucoup battu, notamment à la Chambre de commerce et d'industrie. Ce sont les barman, les cafés, les restaurants, les bars, les cafés, les restaurants, pour qu'ils puissent ouvrir parce que, en plus, vraiment, ils avaient la double peine, c'est-à-dire qu'on les autorisait à ouvrir les terrasses pour ceux qui en ont. Oui. Puis à ce moment-là, la météo a changé. Absolument, oui. Et c'était vraiment affreux. Donc vraiment, Ouais, je suis heureux et je tenais à le dire. Voilà. Oui, très bien. Merci. Alors, on a pu voir, en tout cas moi j'ai pu voir sur les réseaux sociaux combien la CCI avait été très très active pendant le confinement. Vous n'avez pas arrêté tous les jours de soutenir toutes ces entreprises. On a eu 9000 appels entrants d'entreprises qui avaient des questions à poser. On a nous-mêmes appelé plus de 1000 entreprises. Et le président de la CCI lui-même en a appelé plus de 25 pour essayer de savoir comment ça allait, ce qu'on pouvait faire pour les aider, etc. Je pense qu'on a fait le job. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, l'a dit que les chambres consulaires, notamment les CCI, ont fait le job. Donc j'en suis assez fier pour mes équipes. Et peut-être rappeler à nos auditeurs, parce que je crois qu'ils ne le savent pas tous, enfin tous ceux qui ont une entreprise, TPE, PME, qu'ils sont forcément adhérents d'une CCI, c'est ça? À partir du moment où vous êtes inscrit au registre du commerce, vous êtes entre guillemets adhérent de la CCI. Et la CCI, c'est la maison des entreprises, il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir. Et moi, je pense qu'on a depuis quelques années essayé d'amener un certain dynamisme à la CCI. Celui qui est dans le Val d'Oise aujourd'hui ne sait pas à quoi sert la CCI. N'hésitez pas à lui donner mon numéro qui m'appelle. Oui, absolument. Très bien. Merci Pierre Cuchely. Alors, revenons au street pooling. Alors, littéralement, ça veut dire piscine de rue. Et plus précisément, c'est une ouverture illégale de bouche à incendie pour se rafraîchir en période de forte chaleur. Alors, c'est une pratique qui n'est pas nouvelle puisqu'en 1896, à New York, aux États-Unis, ce street pooling avait été pour l'occasion autorisé par la ville en permettant l'ouverture de bouches à incendie lors d'une canicule particulièrement sévère pour que ses habitants puissent se rafraîchir. En France, on parle de ce phénomène depuis environ 2015, mais là, il s'agit d'ouverture sauvage de ces bouches à incendie, une pratique très dangereuse puisque la pression de l'eau est très forte
et peut provoquer des blessures comme des traumas crâniens, des chutes violentes quand il y a inondation, des risques de noyade, des accidents de la route et même des électrocutions si l'eau ruisselle sur des installations électriques. Les caves, les garages, enfin, peuvent se retrouver complètement inondés. C'est bien ça, Pierre, que je suis. C'est tout à fait ça. Alors, en 1893, à New York, j'étais pas né et j'étais pas à New York, mais je pense qu'à l'époque, on ne se rendait pas compte de l'impact. D'une évidence qui nous apparaît de plus en plus aux yeux aujourd'hui, c'est que l'eau, c'est l'or de demain. L'eau devient rare et l'eau est de plus en plus rare. Donc je pense que ce qui était autorisé, voire toléré jusqu'à il y a quelques années, aujourd'hui ce n'est plus possible. Juste quelques mots pour vous dire quand même que LSI, donc ça veut dire le savoir industriel, que c'est une entreprise qui a été créée en 1993 dans le Val d'Oise, et que c'est une entreprise made in 95, que l'activité historique qui consistait à concevoir et fabriquer des cales pour l'hyperfréquence, ce sont des composants qui se sont mis dans les radars. C'est une activité que nous continuons à faire aujourd'hui, c'est une activité toute petite mais assez spéciale. En ce qui me concerne, moi j'ai 35 ans de carrière dans le domaine de la robinetterie industrielle et ça fait longtemps que vous réfléchis à des solutions contre les fuites d'eau. Oui. Et en fait, au départ, ce sont les fuites d'eau. Exactement. Et en fait, je travaille sur un produit qui va sortir très bientôt, qui est un produit qui va permettre de détecter les fuites d'eau dans les maisons, dans les appartements, les résidences secondaires, et qui va vous permettre d'être alerté sur votre téléphone lorsque vous avez une fuite d'eau chez vous, de couper l'eau à distance. Simplement, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, alors, entre guillemets, un petit peu grâce à mes fonctions autres que chef d'entreprise, j'avais ouï dire que un très gros aéroport français, peut-être même le plus gros, je ne donne pas de nom, avait quelques difficultés parce qu'on avait tellement fait de street pooling à l'époque, je ne sais pas ce que ça voulait dire, on avait tellement pompé d'eau autour de l'aéroport de Roissy qu'on s'est dit, les autorités se sont dit, mais s'il y a un accident d'avion, est-ce qu'on a encore assez d'eau pour éteindre le feu? Et donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc nous avons créé un système qui s'appelle le FTC, qui en fait ne touche pas à la borne incendie, qui est juste positionné avant, et qui permet, si quelqu'un vient ouvrir une borne incendie, on détecte qu'il y a une ouverture d'eau. La personne qui gère, elle est prévenue sur son ordinateur, sa tablette, son téléphone, ce qu'elle veut, que la bouche à incendie a été ouverte, et à ce moment-là, il vérifie s'il y a un feu à côté. S'il y a un feu à côté, il laisse ouvert. S'il n'y a pas de feu, il peut fermer à distance. Le street pooling, vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut consister à ouvrir une borne à incendie pour s'arroser, pour se rafraîchir. Mais c'est pas que ça. C'est aussi des gens du voyage contre qui j'ai rien, qui viennent s'installer là en disant tiens, il y a de l'eau gratuite, on s'installe là. C'est des camions citernes qui viennent se remplir d'eau. Il y en a à Saint-Ouen-le-Monde qui viennent se remplir toutes les semaines, sans penser qu'éventuellement, dans la citerne, il peut y avoir des bactéries qui sont réinjectées dans les eaux d'eau, avec les risques que ça amène. Ce sont des jeunes, pour s'amuser, qui effectivement ouvrent ça, se mettent en dessous, etc., puis qui partent en laissant ouvert. C'est aussi dans certaines banlieues chaudes, on ouvre les bouches à incendie, qui s'appellent en fait pas des bouches à incendie, mais des points hauts à incendie, des PEI, et quand les pompiers arrivent, on leur balance des caillasses dessus. Et puis si les pompiers ne sont pas contents, ils appellent la police. Quand la police arrive, on leur balance des caillasses dessus ou on leur tire dessus. Donc je pense que ce phénomène de street pooling, c'est un phénomène très dangereux. Vous avez expliqué les risques d'accident. Il faut savoir aussi que s'il y a un accident en raison du street pooling, qui est responsable? Celui qui a ouvert la bouche à incendie, si on l'attrape. Et sinon, c'est le maire de la commune. C'est ça. Et la plupart du temps, les maires ne le savent pas. Quand il y a un accident, c'est le maire qui devient responsable. Donc nous, on a développé une solution, on l'a brevetée. C'est une solution qui est autonome, qui est invisible, qui est hyper efficace. Là, on en a installé en Seine-et-Marne récemment. Le maire que j'ai croisé récemment m'a dit je savais qu'on me volait de l'eau, mais je savais pas qu'on en volait tous les jours. Et on lui en vole tous les jours. Et je le vois, moi je peux le suivre sur ma tablette qui est avec moi. On lui vole de l'eau tous les jours. Alors, c'est vrai que l'eau, c'est pas très très cher. C'est pas très cher, mais bon, moi j'ai. Mais ça augmente tous les ans. Moi j'ai pu noter qu'un agent de Veolia avance le chiffre de 15 millions de litres par heure perdus quand il y a une bouche d'incendie ouverte. Donc c'est énorme. Ça chiffre après en plusieurs millions, forcément. C'est énorme. Donc nous avons une solution qui marche super bien. Il faut juste qu'on arrive à se faire connaître. Donc moi j'essaye de sensibiliser aussi bien les communes, les communautés d'agglo, les départements, les régions, les préfets, les SDIS. Je fais le buzz avec mon système. Et donc je vous disais, j'ai d'autres produits qui arrivent derrière. Alors moi j'ai une question qui me vient à l'esprit comme ça. Les bouches à incendie ne peuvent pas être inviolables? Si vous mettez un système inviolable dessus, enfin c'est forcément un système mécanique, il y a
forcément un bricoleur qui va trouver la... Ouais. Moi, quelque part, mon système, demain, il y a une voiture qui renverse une bouche à incendie, l'eau c'est un geyser. Avec mon système, en 20 secondes, en 30 secondes, on referme derrière. Donc, un système inviolable, ça n'existe pas. Non. Je veux dire, il existe des systèmes mécaniques. Hein. Ce qui est très important, c'est que le système FTC de LSI ne touche pas à la borne d'incendie, puisque les bornes d'incendie sont homologuées. Donc, c'est un point très important, c'est que nous, on se met juste avant. C'est un système hyper fiable. Moi, je peux vous dire que c'est-à-dire que lui, du coup, votre système, lui, est inviolable, puisqu'on ne peut pas y accéder. Il faut y accéder, machin, être un petit peu malin. Je veux dire, encore une fois, rien n'est inviolable. Mais en fait, celui-là, il faut déjà aller le chercher. D'abord, il y a une information en continu avec ce système. Donc, si quelqu'un le touche, on va vite s'en apercevoir. Oui. Mais donc, vous faites le buzz, vous dites, mais j'imagine que les communes devraient sauter sur votre invention. Écoutez, je les attends. Pour l'instant, il y en a quelques-unes qui sautent sur l'invention, mais pas assez. Le problème dans ces systèmes-là, c'est de savoir qui est le maître d'œuvre. Parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, il y a un accident, le responsable, c'est le maire de la commune. Le maire de la commune ne gère pas lui-même ses canalisations, etc. Ça passe par un syndicat des eaux. Il y a des financements publics, etc. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Oui, il faut réunir plusieurs acteurs pour la décision. Tout à fait. Mais enfin, je peux vous dire, pour avoir présenté le système, notamment à des préfets, à des pompiers, à des élus locaux, tout le monde est très très positif sur ce système. Aujourd'hui, moi, ce que j'attends avec impatience, c'est que le deuxième tour des élections municipales soit passé, de manière aussi à ce que les présidents de comités d'agglo soient élus, parce qu'en fait, ce sont eux qui demandent à leur syndicat des eaux d'équiper éventuellement les points où incendie, les bouches à incendie de mon système FTC. Alors, ce système donc est déposé, j'imagine, bien sûr, oui. Il a fallu beaucoup de temps. Vous avez un service R&D qui l'a mis au point. Alors en fait aujourd'hui, je travaille tout seul chez LSI et je sous-traite tout. C'est-à-dire que j'arrive avec des idées et puis des copains qui ont des idées aussi. Et en fait, on utilise les services de bureaux d'études extérieures. La production aujourd'hui, la plupart du matériel vient du Val d'Oise, mais l'assemblage, suivant les volumes, est monté soit dans le Val d'Oise, soit en France en tout cas. Hein, et, on est made in 95, mais on est surtout made in France. Donc, en fait, j'ai fait appel, si vous voulez, à des compétences. Moi, j'ai la compétence dans la robinetterie industrielle, 35 ans de carrière. J'ai la compétence dans le moteur de cette vanne, il n'y a pas de souci, ça fait 35 ans aussi. Après, tout ce qui est communication, réseau, etc., il y a des spécialistes, donc j'ai fait appel à des spécialistes. Par contre, l'équipe qui m'a développé le système, qui est spécifique à la LSI et qui est breveté, ce sont des gens que je connais depuis plus de 20 ans, donc en qui j'ai toute confiance. Donc ça représentait un gros investissement, cette étude? Ça représentait un très très gros investissement, donc là je suis tout nu, donc il faut vraiment que j'en vende. Il faut maintenant le retour sur investissement. Parce que la CCI, ça ne paye pas. Hein. Et cependant, c'est un phénomène qui touche, ça touche toutes les régions. C'est pas propre. Non, ça touche toutes les régions. Puis alors, ce qui me gêne un petit peu, c'est que systématiquement, quand on parle de street pooling, on assimile ça effectivement aux gens du voyage ou à des gamins, etc. Il n'y a pas que ça. Hein. À Aix-en-Provence, on a découvert que, alors vraiment, l'une des personnes les plus riches du bled, d'Aix-en-Provence, piquer de l'eau. Il avait une propriété avec une belle piscine, puis en fait il a vu une bouche à incendie devant chez lui sous le trottoir, puis il s'est dit mais pourquoi je n'utiliserai pas cette eau-là pour aller remplir ma piscine. Donc vraiment tout le monde se sert, tout le monde pense que c'est gratuit, personne ne se rend compte des dangers. Imaginez aussi l'eau qui coule, qui arrive, je sais pas moi, sur une ligne haute tension, etc. Les risques sont énormes. Oui, énorme. Les risques sont énormes et les responsabilités sont énormes. Donc nous avons la solution. Adoptez-la. J'attends vos appels. Et vous êtes en partenariat, un partenariat virtuel, j'imagine, mais avec les pompiers, vous en parliez tout à l'heure. Les pompiers, moi je ne suis pas du tout pompier, donc j'essaie de me faire connaître. Et je me rends compte qu'en fait, les pompiers qui sont des gens que vraiment j'admire énormément depuis toujours, je me rends compte qu'en fait dans mon entourage, j'ai plein de gens qui soit sont des pompiers volontaires, soit connaissent des pompiers volontaires, etc. Et donc j'essaie effectivement de leur faire connaître. Et ça commence à marcher. Hein. On m'a parlé récemment
d'un capitaine des pompiers à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, donc un militaire, hein, puisque les pompiers de Paris, qui fait la publicité de mon produit, qu'il a vu, qui trouve ce produit génial. Et le type, je ne le connais même pas. Donc je suis vraiment persuadé de la qualité du produit. Vous avez déjà, ce système est installé, j'imagine, déjà dans d'autres... Alors aujourd'hui, il y en a 150 qui sont installés. Oui. Là, on vient de sortir la version 2, qui est un système de communication qui est réellement complètement dédié à ce FTC, qui fonctionne avec une carte GSM multi-opérateur, avec une fréquence dédiée. Aujourd'hui, on a, je vous dis, 150 qui sont installés. On a un partenariat avec un très gros... Donc vous pouvez faire des démonstrations en vrai. Bien sûr, on peut faire des démonstrations. On l'a déjà présenté à Polytech, qui est le grand salon de l'eau. On a un partenariat avec un gros fabricant de tuyaux d'eau, de bouche à incendie, c'est-à-dire qui a mis notre produit au catalogue, qui a mis le produit dans son catalogue, même s'il a mis son nom dessus, ça ne me gêne pas. On a des accords avec des gros opérateurs d'eau aussi qui sont en train de se mettre en place. C'est vraiment un produit d'avenir auquel je crois beaucoup. Et qui n'existe nulle part ailleurs. Qui n'existe nulle part ailleurs. Oui, c'est vraiment... donc ça peut même être internationalisé. Ah ben, vous le souhaitez. Moi, ce que je souhaite, c'est dès que je commence à en vendre en France, effectivement. Alors, le problème, c'est que tous les pays ne sont pas touchés. Ah, oui. Par exemple, j'en ai parlé à des amis en Grande-Bretagne. Ils me disent, mais nous, le tripouline, on ne connaît pas, quoi. Paradoxalement, ça intéresse le Canada. Le Canada est très en avance par rapport à beaucoup d'autres pays, dont la France, sur tout ce qui est la gestion de l'eau, ce qui est assez paradoxal parce que les ressources en eau au Canada sont énormes et que par exemple, si vous habitez à Montréal, vous ne payez pas d'eau. L'eau est gratuite. Mais malgré tout, les gens sont de plus en plus sensibles. Ils se rendent compte que l'eau se raréfie. L'eau, c'est l'or de demain. C'est pour ça que je vous disais, je travaille aussi sur d'autres produits qui vont sortir après mon système FTC pour protéger les bouches à incendie, notamment un système de détection de fuite dans les appartements, les maisons. Oui, c'est ça, c'est important parce que les écoles, les écoles, les cimetières. C'est vrai qu'on vole beaucoup d'eau en France dans les cimetières. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc j'ai un produit qui sort pour ça. Oui. Alors justement, j'ai pu noter en préparant l'émission que je disais tout à l'heure que toutes les communes peuvent être touchées. Et malgré le fait qu'elles ouvrent, quand il fait chaud, je parle en période de canicule, elles ouvrent leurs piscines ou elles mettent en place des brumisateurs géants, mais ça ne suffit pas. Et que cette eau des bouches à incendie, c'est de l'eau potable. Bien sûr. Donc c'est de l'eau qui est vraiment utile et nécessaire. Bien sûr, c'est de l'eau potable, c'est l'eau publique, c'est l'eau des réseaux. Et 600 000 mètres cubes d'eau sont équivalents à 240 piscines olympiques. On ne se rend pas compte, c'est énorme. Donc ça peut être gaspillé en 48 heures. Et ça représente un coût de 2 à 3 millions d'euros. Tout à fait, ça peut sembler peu, des chiffres en fait, c'est beaucoup. Hallucinants. Sachez aussi que les fuites d'eau dans les domiciles, ça coûte d'assurance 300 millions d'euros par an en France. Donc là aussi, les solutions que va apporter très bientôt LSI vont être les bienvenues. Oui, parce que vous permettez avec ce système le comptage de l'eau en temps réel. Tout à fait. C'est ça. Alors j'ai noté le réseau LoRa. Vous pouvez nous en dire non, je ne vous en dirai pas plus parce qu'en fait la première version de la FTC fonctionnait avec effectivement le LoRa One. Sauf qu'on s'est aperçu qu'une fois enterré, le système fonctionnait bien, mais pas aussi bien que ce que l'on souhaitait. Donc c'est pour ça qu'on est parti à la version 2 qui ne fonctionne plus en LoRa One, qui fonctionne avec une carte GSM, comme votre téléphone. Simplement avec une carte SIM multi-opérateur avec une fréquence basse. Et donc ça fonctionne sur 99,99% de la planète. D'accord, très bien. Donc le LoRa One, on n'en parle plus. On n'en parle plus, bon. Donc je disais tout à l'heure que j'ai pu voir que vous aviez été très très actif pendant le confinement, mais pour LSI, comment s'est passé le confinement? LSI, si vous voulez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je travaille aujourd'hui tout seul. Donc, je suis en phase de lancement d'un nouveau produit, etc. Donc moi, je n'ai pas connu de baisse d'activité significative. Puisqu'aujourd'hui, mon job consiste surtout à faire connaître ce produit, à faire du lobbying, à faire de la pub, etc., à communiquer dessus. Donc ça, je crois qu'on peut dire que je n'ai pas été vraiment inactif. Et crise ou pas... ça n'aurait rien changé. Ça n'a rien changé. Et vous sentez que les affaires reprennent? Moi, je sens des frémissements plus qu'importants, notamment pour LSI, oui.
Pour le reste de l'économie, je suis un peu plus inquiet. Mais pour LSI, je pense qu'on répond vraiment à un besoin nouveau. Encore une fois, avec une solution qui est non seulement inédite, mais en plus, encore une fois, complètement autonome, Oui, invisible. Oui, ça semble être la solution, Tout à fait. absolument. Donc je pense qu'on a un vrai avenir devant nous pour ce produit-là. Bien sûr. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci Pierre pour toutes ces précisions. On fait une petite pause musicale avant de continuer avec Laetitia. Marrant parce que tu sais, quand j'étais venue te voir dans ta boîte, tu m'en avais parlé, c'était le tout début. Ouais, c'est C'était un truc, tu dis j'ai trouvé un truc super, c'est marrant. Et puis il y a des produits sur lesquels je travaille que je ne peux pas dire encore. Il faut que je revienne. Mais les trucs sur, pour les fuites d'eau là, enfin, c'est un marché énorme, comme tu dis, avec les opérateurs, les assurances et compagnie. J'en ai déjà parlé à deux compagnies d'assurance. Et puis, en fait, je me rends compte, parce que moi je parle beaucoup, je suis bavard. En fait, je me rends compte, j'ai des tas de copains quand je leur parle de fuite d'eau, ils me disent oh, putain, c'est génial, parce que moi j'ai une fuite d'eau chez moi. Mais je ne savais pas. Puis quand tu vas, je sais pas, les gens, tu les connais. Oui, les gens qui sont à leur bureau, ils il y a vont pas dire j'ai une d'eau. fuite d'eau. Par contre, quand tu leur dis tiens, je suis en train de développer un produit, moi ça m'intéresse, j'ai plein de copains. Et les gens que vous connaissez, qui sont déjà venus ici, qui me disent dès que tu as ton produit, moi ça m'intéresse parce que j'ai une fuite d'eau dans ma résidence secondaire, etc. Donc là, il y a un vrai marché. Ça veut dire que tu pourrais à distance dire. Oui. Tu vois à distance qu'il y a une consommation d'eau, tu n'es pas chez toi, ça veut dire qu'il y a un problème, tu peux refermer avec ton téléphone. Mais ça n'existe pas déjà avec les opérateurs traditionnels. Non. J'ai oublié de vous poser une question, je reviendrai tout à l'heure après. Ne serait-ce que le coût, vous pouvez en parler? Du coup, le coût de l'installation. Oui. Oui. Bientôt. Radio IDFM, le bar de l'économie. Donc avec nous ce matin, Pierre Cuchely, le savoir industriel, et Laetitia Turcot, Nest. Je me tourne donc vers Laetitia Turcot. Rebonjour Laetitia. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et dirigeante de Nest, une entreprise qui fabrique des vêtements spécialement conçus pour des personnes hospitalisées. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en vous accueillant, j'ai beaucoup pensé à vous pendant le confinement en me demandant si vos vêtements avaient pu être mis en avant compte tenu de la situation sanitaire de toutes ces personnes touchées par le virus. Qu'en a-t-il été ? Alors, nous, en fait, nous faisons des vêtements qui sont des vêtements adaptés pour les personnes qui sont malades, en maladie longue ou chronique, pour les vêtements pour des personnes qui ont des handicaps ou des dépendances. Donc, c'est plutôt des sujets de longue durée, de longue haleine. On ne traite pas des hospitalisations toutes les maladies courtes qui sont des crises aiguës. D'accord. Donc, nous faisons des vêtements qui sont fabriqués en France, à un certain coût, et qui sont là pour subvenir aux besoins de toutes ces personnes qui sont fragilisées sur la longueur. Clairement, on ne s'adresse pas forcément à quelqu'un qui va à l'hôpital quelques jours. Là, on était dans une situation de crise. On s'est forcément posé la question, parce qu'effectivement, on a vu qu'il y avait un besoin de blouses d'hôpital, de choses comme ça. Seulement, ce n'est pas notre métier, en fait. Oui. Notre métier, c'est de faire des vêtements durables. Au contraire, c'était tout le contraire. C'est ça, oui, avec des matières nobles et des matières nobles, respirables, naturelles, et qui vont aider les gens dans la longueur. Donc on s'est, nous aussi, posé la question. Bon, déjà, on a 4 entreprises en France qui travaillent pour nous. On en a eu, je crois que sur les 4, on a eu 3 qui étaient fermées pendant 2 mois. D'accord. Et sur le mois de mars, avril, sur le mois de mai, ils ont commencé à réouvrir. Oui. Donc il aurait fallu qu'on change toute notre chaîne de production, ça aurait été bien compliqué. Donc c'était pas le sujet pour nous. Donc nous, ça a été plutôt un coup d'arrêt, même si on sait qu'on est très utile. Oui. C'était assez compliqué pour nous d'être audible dans un temps de crise. Et là, aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une reprise également pour l'entreprise? Oui, les besoins sont toujours là. Oui, les besoins sont toujours là. Donc maintenant que les gens commencent un petit peu à se détendre par rapport à cette crise-là, on peut reprendre contact avec des établissements sanitaires, médico-sociaux et encore. Ça reste encore très, très, très fragile. Du coup, on a un petit peu réorienté. Au lieu
d'aller chercher en fait les établissements, des hôpitaux, des cliniques, des établissements de rééducation, ces gens-là qui étaient vraiment complètement fermés. On s'est réorienté sur les services de soins à domicile, toutes ces sociétés-là en fait. Oui, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont soignés à domicile, il y en a de plus en plus, là il y en a... je crois que d'ici 2050, il y aura 5 millions de personnes à domicile. Donc c'est un vrai marché potentiel. Il y a ça, et il y a aussi il y a 11 millions d'aidants en France. Donc ça veut dire des aidants, ça veut dire des gens qui aident d'autres personnes et donc qui ont des besoins clairement pour... D'ailleurs, on a un partenariat avec la Compagnie des aidants, donc clairement, on répond à un vrai besoin. Et ces sociétés de services à domicile, nous, elles nous permettent d'avoir un accès direct aux personnes concernées. Oui, donc c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc on est en pourparlers avec des grands groupes, mais on peut aussi localement travailler avec des agences. Prospecter des gens qui sont... voilà, s'il y a des agences... en direct. Voilà, en direct, c'est toujours intéressant pour nous aussi. Je comprends. Alors rappelez-nous comment cette idée d'entreprise vous est venue. Alors, moi, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le secteur du textile, où j'étais styliste. En fait, je développais les collections à la chaîne, à l'autre bout du monde. Et malheureusement, j'ai eu à accompagner mes parents, mon père qui était malade à la maison. Oui. Donc, j'ai vu en fait un vrai besoin, c'est-à-dire que mon père, lui, il avait beaucoup de douleurs à l'habillage, donc on lui faisait mal quand on l'habillait. Et ma mère, d'un autre côté, elle se cassait le dos en fait à l'habiller. Donc c'était un besoin naturel parce qu'au final, les soignants nous ont conseillé de couper les vêtements. Donc moi, couper un vêtement, ça m'a semblé complètement dingue. Et je me suis aperçue que c'était chose courante. Donc j'ai cherché vraiment s'il y avait des choses qui pouvaient exister. Et je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé des choses qui existaient aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Qui avaient des particularités comme ça, très intéressantes, parce qu'ils sont très en avance sur nous par rapport au bien-être des patients. Mais ça ne répondait pas non plus totalement, parce que c'était aussi, par exemple, des matières totalement synthétiques. Oui. Et il faut imaginer que quand on est dans un lit, avoir un vêtement avec du polyester, une matière synthétique, ça va faire énormément transpirer. Oui, c'est néfaste. C'est pas... Donc voilà, on a travaillé de par cette intuition première. Après, on a été valider ça avec des études auprès de patients. J'ai fait des interviews de patients et ensuite on a été présenter des prototypes à une quarantaine de soignants pour qu'ils nous disent un peu leur retour. Oui, qu'ils puissent vous donner des conseils et des orientations. Ça nous a permis en fait de valider une première collection de vêtements qui étaient adaptés avec des ouvertures au corps différentes. Oui. Alors, vous avez pu participer au concours Créatrices d'avenir. Ça a été un bond en avant pour de participer. C'est un concours que j'aime beaucoup, qui met en valeur les femmes entrepreneurs. Et c'est vrai qu'étonnamment, moi je suis toujours étonnée de ça, mais il y a quand même, je ne sais pas, en termes de pourcentage, c'est peu quand même. Je ne sais pas si à la CCI on a cette vision-là, mais vraiment le pourcentage de femmes entrepreneurs... Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, mais ce n'est pas encore assez. Allez-y, mesdames, lancez-vous. La CCI est là pour vous aider, pas de problème. Et du coup, j'en profite pour... Oui, je suis très contente de reparler de ce concours, parce que là, on peut postuler. Là, jusqu'au mois de septembre, pour le concours Créatrices d'avenir 2020. Donc, j'invite vraiment toutes les femmes à postuler. Qui ont un nouveau projet, donc. Un projet d'entreprise qui a besoin d'être soutenu. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller déposer un dossier parce que ça nous aide. On rencontre des partenaires, on rencontre des banques, on rencontre des médias. C'est un coup de projecteur. Tous ces concours-là, il faut pas hésiter. Oui, à se lancer. Oui, parce que c'est quand même une aide quand on... Ça vous permet aussi de rencontrer d'autres personnes et je pense que ça doit être très... Ça établit des liens qui vous encouragent à continuer, j'imagine. Oui, complètement. Ça crée un réseau, en fait, petit à petit. Donc, puis, mine de rien, un concours aussi, ça nous met face à notre projet. Et ça nous oblige à répondre à des questions. À rien lâcher. Et à clarifier notre projet. Et du coup, ça nous fait vraiment travailler, ça nous fait vraiment avancer. Ça nous fait avancer.
Alors, rappelez-nous aussi ce que signifie Nest. Nest, c'est une anagramme du mot santé. Oui. Si vous prenez les petites lettres, vous Oui. faites un petit jeu. Donc ça s'écrit N-A-E-S-T. Oui. Et on a mis le E dans l'A, un petit peu comme mon prénom. Oui, Voilà. oui. Mais c'est surtout que Nest en anglais, c'est le nid. C'est ça. Donc c'était vraiment cette valeur refuge du vêtement, moi, qui me tient à cœur, parce qu'en fait, on est des animaux sociaux, personne ne vit nu, donc nos vêtements nous parlent, et parlent à l'autre, et ils nous représentent. Et c'est vrai que quand on est malade, on se retrouve en blouse d'hôpital, en pyjama, ou en survêtement, qui est l'uniforme de toute personne. Eh bien, on perd sa particularité. Oui, on perd sa Perd personnalité. sa personnalité. Enfin, son on identité ne se reconnaît presque. plus. Déjà, quand on est malade, c'est difficile. Le corps change, on a du mal à se reconnaître. Mais si en plus, on n'a pas ce soutien qui peut paraître futile, après de prime abord, mais honnêtement, c'est pas si futile que ça. Non, absolument. D'ailleurs, tous les psychologues le disent, il faut être... Enfin, quand on est malade, le côté mental est très important pour pouvoir guérir. C'est très important et les Anglais encore, ils ont un temps d'avance sur nous parce que là, ils ont créé un mouvement qui s'appelle NPG Paralysis, Stop à la paralysie du pyjama. Ah oui. Et c'est devenu d'un hôpital en fait et ils ont créé un mouvement national et depuis 2016, je crois qu'il y a 23 millions de tweets. En fait, le mouvement dit levez-vous, habillez-vous, enfin habillez-vous, ça va vous inciter à vous lever et donc à marcher et donc à sociabiliser, ne serait-ce que d'aller chercher un café. Vous n'allez pas le faire si vous êtes dans un hôpital en pyjama, vous allez plus hésiter que si vous êtes habillé. Vous allez moins hésiter à recevoir des amis si vous êtes habillé correctement. Enfin, et voilà, c'est un outil en fait, c'est un outil qui répond à un besoin concret. Très important. Alors, vous parlez de l'Angleterre, est-ce que justement vos vêtements, puisque vous n'en trouviez pas avant de créer votre entreprise, pourraient aller à l'export? Ah oui, clairement, je pense que c'est un besoin. Vous l'envisagez? Oui, pour l'instant, on cherche un développement pas à pas, mais ça semble évident que les besoins, il est partout. Notamment, on a quand même identifié un besoin justement dans les pays asiatiques. On parlait du Japon. C'est vrai que ce sont des sociétés qui sont vieillissantes. Il y a qui aiment beaucoup les produits français, notamment dans le textile. Donc, c'est vraiment effectivement des exports qui peuvent être imaginés. Vous parlez de l'Asie. Alors moi, j'ai pu voir sur un de vos réseaux sociaux que vous avez eu un article qui vous a été consacré dans le Nikkei Marketing Journal. Oui. Est-ce que vous avez... Comment vous êtes tombé sur cet article? Comment ça s'est passé? C'est encore suite à un concours, ça. Suite à un concours où, en fait, il y a pas mal de publications. Et donc, j'ai une journaliste qui est journaliste du Nikkei Marketing Journal qui est basée en France, qui fait des reportages. Et je suis très fière. J'ai demandé mon journal avec... Je ne comprends rien. Vous pouvez. Mais voilà, j'ai un petit encart avec nos photos, etc. Donc, voilà. Comme quoi... Il y a eu des retombées? Non, je n'ai pas eu de retombées, mais que vous alliez là-bas. mais effectivement, c'est comme ça que ça commence. Bien sûr. Le Val d'Oise organise, le conseil départemental du Val d'Oise avec le CEVO, la Chambre de commerce et d'industrie organise tous les ans une mission en une semaine. Il est très actif au Japon. On est très actif et moi-même je suis président du comité d'échange franco-japonais où on a beaucoup de belles entreprises françaises et japonaises. Il faudrait que tu viennes un jour, Laetitia. Avec plaisir. Ah bah oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter parce que franchement, si vous avez déjà eu un article, c'est que... Oui, qui est venu me chercher, c'est pas moi qui l'ai cherché, je ne connais pas l'existence de... Donc je sais qu'on sent qu'il y a un besoin en fait dans ces pays-là, parce qu'effectivement, ils aiment beaucoup la France, c'est une population vieillissante, donc Alors votre entreprise est agréée ESUS, vous pouvez nous expliquer? Oui, je suis très fière de ça, en fait, c'est un agrément d'État. C'est dans la veine de ces nouvelles entreprises en fait qui font l'effort d'inclure une part sociale en fait dans leur ADN. Ça signifie entreprise solidaire d'utilité sociale. Alors nous effectivement de fait on s'est rendu compte qu'on rentrait dans tous les critères, donc on a été chercher l'agrément. Je crois qu'on était la deuxième entreprise en Val d'Oise à avoir cet agrément, donc je suis vraiment fière de ça.
voilà, je pense que c'est une nouvelle mouvance. Hein. Les grosses sociétés, elles ont un label qui s'appelle B Corp. Oui. J'ai travaillé avec les laboratoires Expansience, par exemple, qui sont labellisés B Corp. Voilà, je pense que c'est surtout dans ce renouveau. Oui, complètement. Une espèce de nouveau monde qu'on espère meilleur. En tout cas, nous, on répond à un besoin pour des personnes qui sont fragiles. Mais ce qu'on a été faire aussi, c'est qu'on produit exclusivement en France. Et dans les 4 ateliers, on en a 2 qui sont des ateliers sociaux. On en a un qui est un atelier de réinsertion sociale par le travail, qui est basé dans le 93, qui s'appelle Modestime, qui est très très bien. Et on a un autre atelier aussi qui s'appelle Man Atelier, qui est un atelier qui fait de travail adapté. Oui. Alors, il faut pas tout mettre, on ne peut pas travailler exclusivement avec ce genre d'atelier parce que sinon je ne pourrais pas travailler. Voilà. Donc j'ai 2 autres ateliers à côté qui sont des ateliers traditionnels français qui sont capables de faire des beaucoup plus grosses quantités. Mais le fait de travailler avec des gens différents comme ça, eux, ils sont adaptables, on peut en cas de pic, il y a des petites quantités. Donc j'essaye de faire cet effort-là, ce qui a été un travail très long de développer la production en France, parce que c'est vrai que on en parlait avec Pierre, l'industrialisation en France c'est quand même malheureusement en déclin. En déclin, et c'est vrai qu'il y a au moins il y a des acteurs dans le textile qui essayent de tenir le coup, mais mine de rien, c'est pas facile. Ils vont avoir quelques machines à coudre disponibles quand ils vont arrêter de fabriquer des masques. Ah oui, ça c'est... Donc j'espère que ça va tenir et qu'on va pouvoir développer un peu plus cette production en France. La réindustrialisation de la France est en route. Un petit peu, peut-être. Moi, je voudrais juste dire un mot, si vous m'autorisez. Absolument, Pierre, je vous en prie. De Laetitia, que je connais depuis quelques années, parce que je trouve que son parcours... Pierre Cuchely. Parce que je trouve que son parcours est extrêmement intéressant. Je pense que le concept de son entreprise et le produit qu'elle développe, c'est un produit d'avenir. C'est un produit qui est peut-être difficile à vendre aujourd'hui, parce qu'il faut se faire connaître, parce que beaucoup de gens ne savent pas que ça existe. Mais en tout cas, moi, je voudrais vraiment lui tirer mon chapeau, parce qu'elle se bat depuis de nombreuses années. Je voudrais lui dire de s'accrocher, parce que ça va marcher. C'est très très long. On va essayer de voir comment aussi... on peut t'aider encore un petit peu. Je pense que vous avez parlé de l'entrepreneuriat au féminin tout à l'heure. Moi, je voudrais dire que moi, je côtoie beaucoup de femmes chefs d'entreprise, parce qu'il y en a de plus en plus. Les femmes ont cette qualité par rapport aux hommes, c'est qu'elles vont au bout des choses, et notamment dans le domaine d'entrepreneuriat. Et par contre, le bémol, moi, je ne supporte pas quand on aide une femme entrepreneur ou quand on aide une femme en général parce que c'est une femme. Les femmes ont des qualités énormes que n'ont souvent pas les hommes. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jacqueline, je suis vice-président de la CPME nationale. Au comité exécutif de la CPME nationale, il y a 50% de femmes. C'est extrêmement moderne pour une organisation patronale. Et ces femmes-là, elles n'ont pas été sélectionnées parce qu'elles sont des femmes. Elles ont été sélectionnées parce qu'elles ont des capacités et des idées et qu'elles se battent, etc. Donc Laetitia, moi je te dis chapeau. Et laisse, ça va marcher, tu vas voir. Oui, moi j'en suis persuadée aussi. Ça va marcher de plus en plus. Ça marche déjà, mais ça va marcher de plus en plus. J'en suis... Oui, parce que donc c'est vrai que pour vous, alors vous avez tenu absolument à ce que votre production soit made in France. Vous y mettez un vrai point d'honneur. Et en plus, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, vous avez pensé à la préservation du système endocrinien grâce à un choix de matières naturelles et qui évite les escarres. Alors, quand on a fait les études auprès des soignants, quand on a été dans les hôpitaux, notamment, je pense à un hôpital dans le Val d'Oise, c'est le nom sur le bout de la langue, l'hôpital privé nord parisien, qui sont très accueillants et qui m'ont ouvert les portes. Ils nous ont invités à venir nous présenter, etc. Eh bien, ils nous ont vraiment alertés sur le fait que l'hôpital déjà est une espèce de nid à perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a énormément de produits, et donc ils nous ont tout de suite alertés en disant attention aux matières que vous utilisez. Donc ça, c'est bien parce qu'on l'a vu dès le début, et ça fait partie des choses les plus compliquées dans ce qu'on a à faire, c'est l'achat de matières. Parce que en fait, comme on est sur des petites quantités, c'est très difficile d'avoir des tarifs intéressants. Mais même le choix. Ah oui, carrément. Même le choix. En fait, il faut absolument, normalement, pour acheter une pièce de tissu, il faut qu'on puisse acheter 300 mètres. Et là, à ce moment-là, 300 mètres, mais qu'est-ce que je vais faire de 300 mètres? Moi, je ne peux pas, sur un produit, acheter 300 mètres. Moi, j'achète des 10-50 mètres. Et là, aujourd'hui, le choix là-dessus est très restreint.
Donc c'est vraiment une marge de progression et je sais que ça, c'est un vrai travail à faire. Et concernant le produit dont vous parlez, ça c'est pareil, lorsque nous avons été faire des interviews auprès des soignants, on a été accueillis à l'hôpital Cognac-Jay à Paris, au service de soins palliatifs. Et donc on a présenté nos vêtements et il y avait toute l'équipe qui était ravie de voir quelque chose qui pouvait leur convenir. Et je me rappelle, il y a eu quelqu'un qui ne parlait pas et à la fin, elle a dit ce qui serait super, c'est que vous fassiez un vêtement sans rien dans le dos. Là, je me suis dit, mais ça va ressembler à un bavoir en fait, sans rien dans le dos. Et en fait, on a travaillé avec ma mère, qui est d'Anguin d'ailleurs, je salue. On a travaillé en se disant, mais comment on pourrait faire pour faire un vêtement qui ressemble à un vêtement sur une personne allongée, mais où ça ne blesse pas. Oui. Bah oui, puisque les soignants nous ont dit couper le vêtement pour bon. Donc on a trouvé un moyen. On a une très belle chemise pour hommes et un chemisier pour femmes qu'on a pu déposer en brevet, et ça on est super fiers de ça parce que dans le textile en fait c'est très rare. Il y a seulement des vêtements pour les personnes en fauteuil souvent qui sont très techniques, qui sont déposés en brevet. Donc ce vêtement-là, le brevet il a été déposé, il a été approuvé, il va paraître là bientôt cet été je crois. Et ça c'est des vêtements qui conviennent aux personnes en soins palliatifs, c'est venu là, mais toutes les personnes qui sont alitées longuement, qui suite à un accident sont sur des matelas anti-escarres, parce que ça peut aller très vite en fait, développer une blessure, c'est très difficile à soigner. Oui, moi j'ai pu suivre toujours sur les réseaux sociaux l'avancée d'une personne qui a été touchée par le Covid et qui est couchée depuis 76 jours donc, et qui justement souffre. Alors je voulais lui parler de vos vêtements, mais je ne la connais pas assez pour... Peut-être qu'elle écoute l'émission. Oui, peut-être. Laetitia Turcot, donc fondatrice de Nest. Là aujourd'hui vous êtes finaliste de la bourse Charles Foy, donc une bonne nouvelle supplémentaire. Oui, c'est vraiment un super beau concours parce qu'il y a des gros acteurs derrière. Donc là, on est finaliste. Alors, on aura les résultats jeudi. Oui, très bien. Bah, écoutez, on croise les doigts. Absolument. On y croit fort. On y croit fort. Oui, on y croit fort. On a fait un concours en visioconférence, du coup c'était innovant. Et ce qui est intéressant dans ce concours, c'est qu'il y a l'hôpital Charles Foy derrière, mais il y a aussi Corian. Voilà, il y a aussi AG2R, il y a la CNAV. Et en fait, ce sont des gens qui, même si je ne suis pas dans les 3 premiers, je vais rentrer dans le système de la silver economy, qui est tout ce marché en fait, qui est un marché effectivement en pleine expansion. Et du coup, je sais que je vais avoir accès à des réseaux qui vont me permettre, peut-être, parce que là, on a eu la chance d'avoir le conseil départemental du Val d'Oise qui nous a financé une expérimentation dans un FAM, un foyer d'accueil médicalisé dans un EHPAD. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir étendre ces expérimentations à plus d'établissements et peut-être d'autres types d'établissements. Voilà, tout ça, ça va nous donner des répercussions. Forcément, ça va faire tache d'huile. Ça va nous aider à amplifier nos propos. Parce qu'aujourd'hui, donc, quels sont les vêtements que vous avez mis au point? Alors, on a des vêtements pour hommes et pour femmes, des hauts et des bas. Ce qui veut dire que si, par exemple, vous vous cassez le bras, vous allez venir chercher un homme, parce que... un homme. En tant qu'homme, vous allez venir chercher un polo, parce que vous n'allez pas pouvoir enfiler votre polo comme d'habitude, vous allez avoir votre bras... donc, vous allez venir chercher un polo chez nous. Voilà. Donc, on a des vêtements... on parle d'accès au corps. Je ne suis pas capable, derrière chaque vêtement, de mettre une pathologie. Oui, bien sûr. Ça n'est pas possible, en fait. Non, donc, il faut que ça soit le plus large possible. Voilà, l'idée, c'est plutôt, quand on a un problème, quel qu'il soit, ça veut dire qu'il y a une partie du corps qui pose problème. Donc, on vient chercher le vêtement qui correspond le plus. Et c'est pour ça qu'on a fait une gamme de haut et de bas. Pour que chacun dissocier pour que ça soit plus facile. Celui qui a besoin du haut n'aura pas forcément besoin du bas. Donc voilà, l'idée c'est que chacun vienne chercher la pièce qui lui convient.
Et donc la prochaine étape, quelle est-elle? La prochaine étape, c'est le développement commercial. Je disais qu'on a signé un contrat de partenariat pour développement commercial avec un pôle d'experts médecins qui travaillent avec des startups. Donc, la prochaine étape serait la signature d'un contrat de partenariat avec un groupe qui nous permettrait d'avoir accès et de pouvoir déployer nos solutions pour nous faire connaître. Parce qu'on a un site internet de vente en ligne sur nest.fr, N-A-E-S-T. Voilà, oui, j'allais vous demander de nous préciser. Mais on n'a pas les moyens, comme par exemple, on n'est pas le slip français, on n'a pas les moyens de se faire connaître auprès du grand public. Donc, nous, notre idée, c'est vraiment d'aller se faire connaître grâce aux soignants, auprès des gens qui en ont le plus besoin. Oui, ça m'intéresse pas de parler. Qui ont utilisé vos produits et qui peuvent en parler concrètement. C'est ça, moi ça sert à rien que je parle à 60 millions de Français, il faut que je parle aux 10 millions de Français. Il y a quand même 10 millions de Français en ALD, c'est des affections de longue durée. Donc c'est toutes celles qui sont remboursées par la Sécu, il y en a une liste de 20 ou 30. Donc il y a 10 millions de Français qui sont concernés par ça, c'est à ces personnes-là que je dois parler. Alors, rappelez-nous l'adresse à laquelle on peut vous joindre, Laetitia. Oui, alors nous, on est disponible sur le site internet, donc nest.fr, et ça s'écrit N-A-E-S-T. Merci, Laetitia. On fait une petite pause musicale avant, j'ai d'autres questions à poser à Pierre Cuchelier encore. Ah, voilà. Bravo. Merci Pierre. Ma copine elle m'a répondu pendant que tu parlais. Ah, ok. Elle me demandait si je vais te donner son numéro, je propose que tu l'appelles pendant le week-end. Ah, ok. Et alors elle me demandait si tu avais. Est-ce que tu t'adressais à la GFIP pour obtenir du financement, pour développer ta boîte? Je connais pas. C'est un organisme de personnes handicapées, je crois. Oui. Oui. Qui peut t'aider à financer à partir du moment où tu proposes des produits pour ces gens-là. C'est le cas. Et après, elle me dit qu'il y a des aides de la région aussi pour t'aider. Donc, que tu l'appelles, tu vas parler. Ouais. Et puis moi, entre-temps, je la vois ce soir. Moi, je lui dis que tu as surtout besoin de trouver des clients. Ouais. Mais elle a un énorme réseau cette femme. Chouette. Dominique Dupaty de Clermont. Elle a bien réfléchi, elle a bien réagi. Tu me l'envoies en WhatsApp? Je te l'envoie dès qu'on est. Je suis contente d'avoir parlé de créatrice d'avenir. Oui. Vous voulez qu'on parle de Tommy Hilfiger aussi? Non, c'est bon, moi je fais le tour. Honnêtement. De toute façon, je vous demanderai un petit mot de conclusion. Donc, On y retourne ou pas? on y retourne. Radio IDFM, le bar de l'économie. Donc notre émission va bientôt se terminer, mais je suis toujours en compagnie de Pierre Cuchelier, gérant de LSI, et Laetitia Turcot, fondatrice et dirigeante de Nest. Alors Pierre Cuchelier, j'ai oublié de vous demander tout à l'heure déjà comment peut-on vous joindre si on a besoin de votre système infaillible? Alors c'est très facile, nous avons un site internet que d'ailleurs nous venons de complètement réviser et remettre au goût du jour, qui s'appelle www.lsi-connect.com ou .fr. Donc www.lsi, le savoir industriel, .connect.com. Très bien. Une adresse que nos auditeurs pourront retrouver grâce à YouTube, Bar de l'économie. Et j'ai aussi oublié de vous demander, ce système a-t-il un coût important pour l'utilisateur? Le coût peut sembler élevé quand on ne sait pas de quoi on parle, mais par rapport aux chiffres qu'on a annoncés tout à l'heure. Que peut avoir le street pooling derrière, c'est pas un coût très élevé, c'est quand même un appareil extrêmement sophistiqué. Et quand on le voit, on comprend tout de suite. Il que le prix, suivant les versions, les quantités, c'est entre 7 et 3 500 euros. D'accord, oui, quand non. 7, c'est pas 7 euros. Hein, c'est 7 oui, mais ça n'est pas un prix si exorbitant, compte tenu de... Après, il y a un coût qui s'ajoute, c'est le coût de la mise en place, de l'installation. Oui. Alors, sur une installation neuve, c'est transparent. Sur des installations un petit peu anciennes, ça dépend s'il y a des trappes d'accès ou pas.
Voilà, ça varie énormément. Par contre, quand on compare aux conséquences financières, mais pas que, que peut avoir le street pooling, c'est vraiment pas très cher. Voilà, c'est une goutte d'eau, si on peut dire, C'est le cas de dire. dans la mer. Bien, merci Pierre pour toutes ces... C'est toujours un plaisir de venir vous voir. Oui. Tout à l'heure, vous parliez justement de la CPME, donc rappelez-nous ce qu'est la CPME. La CPME, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui en font partie. Alors, la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui s'appelait auparavant la CGPME, qui a été créée en octobre 1944 à Argenteuil, dans le Val d'Oise aujourd'hui, parce que c'est pas qu'en 1944, par Léon Gingendre. C'est en fait, tout le monde connaît le MEDEF, la CPME, c'est le pendant du MEDEF simplement. Nous, on est plus orienté vers les patrons, ce qu'on appelle patrimoniaux, c'est-à-dire les patrons de petites et moyennes entreprises, qui, quelque part, moi j'ai tendance à dire, chez LSI, le conseil d'administration, c'est moi. Je décide de tout. Si quelqu'un m'appelle, passez-moi le directeur financier, c'est moi. Passez-moi le RH, c'est moi. Passez-moi le directeur commercial, c'est moi. C'est ça la CPME. Donc c'est une organisation patronale extrêmement dynamique, qui compte, je crois, plus de 300 000 adhérents en France. Vous avez une CPME dans le Val d'Oise qui est extrêmement dynamique, qui est dirigée par mon ami André Rouet, et dont j'étais d'ailleurs moi-même le président avant lui. Et dans le Val d'Oise, je crois que c'est plus de 500 adhérents aujourd'hui. C'est une CPME extrêmement dynamique, en tout cas. Voilà, et donc j'ai rejoint la CPME en tant que vice-président chargé de la coordination des territoires. Donc c'est une mission extrêmement intéressante, puisqu'il y a 113 CPME en tout, y compris Outre-mer. Et c'est une belle mission que m'a confiée, j'en suis très fier, François Asselin, qui est le président national, qui est quelqu'un avec qui j'ai encore passé ma soirée hier, et avec qui j'ai passé ma soirée ce soir, non pas pour faire la fête, mais pour travailler. Et c'est quelqu'un qui s'implique énormément, qui défend les entreprises, et notamment les TPE et les PME, pardon. Et quand je dis il défend les entreprises, bien entendu, il défend les entrepreneurs, il défend les entreprises, mais il défend aussi parfois ceux qui se rendent compte, les salariés des entreprises. Et la CPME, qui est vraiment devenue ces dernières années une force de proposition, alors que il y a quelques années, c'est un suivi le MEDEF. Aujourd'hui, vraiment, la CPME est devenue une force de proposition, et c'est grâce à François Asselin et aussi à son prédécesseur, Jean-François Roubaud. Et là, enfin, pendant la crise que nous venons de vivre, et qui est peut-être d'ailleurs pas terminée, je trouve que la CPME vraiment a joué son rôle, enfin, elle a été extrêmement présent partout. Donc je suis fier d'être au comité, l'un des vice-présidents et d'être au comité exécutif, de faire entendre un petit peu la voix du Val d'Oise aussi, parce que c'est que je suis extrêmement attaché à ce territoire. Et puis le plaisir de siéger avec 50% de femmes, encore une fois, qui ont été mises là, non pas parce que ce sont des femmes, mais par leurs compétences, etc. Alors rappelez-nous comment on peut adhérer à cette CPME. C'est très facile, il suffit d'aller sur le site de la CPME 95. Alors je crois de mémoire, je pense que c'est www.cpme95.fr. Si c'est pas FR, c'est comme, mais je pense que c'est FR. Vous avez des bureaux qui sont à Saint-Ouen, vous avez un président et un comité, un bureau extrêmement dynamique. Sinon, le salon Effervescence, qui malheureusement a été reporté pour l'instant, et je pense qu'il a été annulé, reporté en 2021. La CPME est l'un des membres fondateurs du salon Effervescence. Et enfin, franchement, vous allez sur les réseaux sociaux, la CPME 95, on la voit partout. Oui, c'est vrai. Notre émission se termine, alors quelques mots de conclusion, Pierre Kuchli. Écoutez, moi, la conclusion, si je vous parle d'LSI, je vais vous dire, voilà, l'eau c'est l'or de demain, il existe des solutions pour économiser l'eau et pour éviter les fuites, etc. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Si c'est le président de la CCI et le vice-président de la CPME nationale qui vous parle, je vais essayer de donner une note optimiste, parce que j'en ai marre d'entendre toujours, comme on peut dire, les pissoirs qui sont toujours pessimistes. Je veux dire, aujourd'hui, on a vécu une crise à laquelle personne hors norme. Franchement, celui qui me dit je l'ai vu arriver, etc., franchement, il faut qu'il se reconvertisse comme en gourou. En gourou, voilà. Franchement, la France, et je ne fais pas de politique, la France a été plutôt généreuse avec ses entreprises par rapport aux autres. Dans le Val d'Oise, on a eu la chance vraiment d'avoir les corps consulaires, que ce soit la CCI, la Chambre des métiers, les organisations patronales comme la CPME, le MEDEF du Val d'Oise, la Fédération française du bâtiment, qui ont joué le jeu, un département qui a joué le jeu, le comité d'expansion économique qui a joué le jeu, la région Île-de-France qui a fait des efforts, on parle des efforts du gouvernement, la région Île-de-France a aussi fait vraiment des efforts. Aujourd'hui,
c'est peut-être la sortie de crise, ou en tout cas, on ose espérer que c'est la sortie de crise. Maintenant, il faut regarder devant, il faut relancer les boîtes, il faut que les gens qui ont des commandes à passer les passent le plus vite possible, il faut que les organismes publics qui ont des marchés à passer les passent le plus vite possible, il faut relancer l'économie. Le sauvetage de l'économie de la France, ça va passer par une relance. Il faut absolument que les gens qui ont des commandes à passer les passent. Et franchement, je trouve que la grande majorité des chefs d'entreprise, notamment dans le Val d'Oise, ont quand même, franchement, ils ont résisté. Moi, j'ai vu des initiatives, enfin, je ne vais pas le citer, mais il le mériterait presque. J'ai vu un restaurateur vendredi à Saint-Ouen-l'Aumône qui pleurait en me disant tout ce qu'il a fait. Je lui ai dit, mais attends, tout ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Absolument. Ce gars, le premier jour, il a commencé par faire des lots, par contre, ce qu'il avait dans ses frigos, puis il a été le premier à se lancer dans l'inventaire emporté, il a été le premier au Rosatera, etc. Ah oui, moi je trouve ça extraordinaire. Franchement, il y a des gens qui se sont battus, et c'est des exemples, et on va sortir de ça plus fort. Donc voilà, et la CCI est là pour vous aider. Très bien. Merci pour ce mot de conclusion très optimiste. Donc, merci à tous les deux. On a beaucoup appris sur vos activités respectives. Je vous souhaite le meilleur pour la poursuite de cette activité. Demain, vous retrouverez Dominique Flora qui présentera le bar de l'économie. Quant à moi, je vous retrouve après-demain, jeudi 18 juin, avec de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien. À jeudi. Merci à vous. Merci. Je touche au